au féminin. Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Israël Jonabaï, tchadien d'origine, cofondateur et directeur de iPlus et de l'incubateur The Builders. Merci beaucoup Israël d'être avec nous. Merci Nathalie, c'est un plaisir pour moi de revenir ici. Le plaisir est vraiment pour nous. Alors iPlus conçoit et met en œuvre des programmes et projets de développement dans plusieurs secteurs pour promouvoir l'esprit d'entreprise et l'innovation en Afrique, en particulier pour les jeunes. Vous avez une maîtrise en sciences économiques, un master en études d'infrastructures publiques, une licence en économie bancaire et monétaire. C'est une jolie bio. Vous avez fait tout ça à Dakar, entre Dakar, Atlanta et Ngaoundéré au Cameroun. Vous êtes lauréat du programme Mandela Washington Fellowship en 2018. Après votre participation, vous êtes devenu membre des conseils consultatifs régionaux dont le rôle est de conseiller l'IREX, le Comité international de recherche et d'échange, et l'USAID sur la mise en œuvre du programme YALI en Afrique en particulier. C'est d'ailleurs dans ce cadre que vous êtes invité à prendre part au sommet du leadership pour partager votre expérience avec donc les lauréats 2019. Ce sommet s'est tenu à DC, ici, donc du 30 juillet au 1er août. Alors parlez-nous un petit peu de YALI et de votre mission de cette année dans le cadre de ce programme. Ok, merci. Donc, le YALI, c'est une initiative qui a été lancée par le président Obama. Et pour moi, c'est vraiment l'investissement qu'il faut pour l'Afrique. Et le YALI aujourd'hui est un grand mouvement. J'ai eu à prendre part déjà en 2016 à Dakar, au Centre régional de leadership. Et l'année passée, j'étais lauréat du Mandela Washington Fellowship. J'étais placé à Atlanta, où j'ai passé 6 semaines. Et ensuite à DC, où j'ai fait 6 autres semaines avec le programme qu'on appelle le PD, le Professional Development Experience, où j'ai partagé mon expérience avec une organisation américaine. Et j'ai aussi appris de cette organisation pour pouvoir repartir au Tchad et apporter un plus dans ma communauté. Donc voilà, après le YALI, il y a, les fellows doivent élire 10 qui doivent former le board, le exécutif, le Regional Advisor Board par région. Donc j'ai fait partie du membre de ce comité pour l'Afrique de l'Ouest, où le Tchad fait partie. L'Afrique de l'Ouest englobe l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons travaillé pendant 9 mois avec IREX et l'USAID pour pouvoir suivre les activités des fellows après le fellowship, mais aussi pouvoir apporter notre conseil pour la suite de YALI en termes d'impact et en termes des perspectives. Voilà. Alors le programme YALI a quelques années, est-ce que vous restez tous en réseau avec les anciens YALI, vous-même les futurs? Est-ce que cela forme une sorte de mouvement? Oui, c'est un grand mouvement actuellement et le YALI est en train de s'agrandir parce qu'au niveau régional, il y a aussi des fellows qui sont formés au niveau des États-Unis ici, mais il y a aussi le YALI Network, donc ceux qui ne prennent pas part à des programmes présentiels, mais qui ont aussi des formations et de l'accompagnement en ligne. Donc nous sommes tous en réseau, il y a des plateformes qui nous permettent d'échanger. Donc ça représente des centaines de personnes, tout ça? Nous sommes à plus de 500 000 membres déjà. Ah bon? Oui, je suis loin du compte. Oui. Waouh, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Parce que ça, j'imagine, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail aussi, c'est beaucoup d'activités. Vous avez votre activité. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans le cadre de votre activité personnelle? Déjà, le YALI, à travers la formation en business et entrepreneuriat, cela a permis, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir renforcer mes capacités, mais aussi de booster mon entreprise. Aujourd'hui, j'opère à l'échelle du pays et du continent. Donc ça, c'est iPlus. iPlus, iPlus qui est une agence qui offre des solutions techniques et managériales
aux petites et moyennes entreprises, mais aussi à tout type d'organisation pour pouvoir accélérer sa croissance ou encore assurer son développement au sens stratégique. Donc ça c'est ce que je fais et le Yali a contribué pour beaucoup à ça parce que j'ai été formé, outillé et accompagné dans ce sens. Mais Est-ce le que ça fait Yali, connaître aussi le Yali? Est-ce que ça ouvre des portes là où on n'aurait oh, pas pu passer oui, auparavant? c'est un passeport, c'est un Mhm. passeport. Et étant bénéficiaire de ce programme, je peux témoigner ici que le Yali Mhm. m'a ouvert beaucoup de portes. Mhm. Et The Builders, ça c'est Ah l'association. oui, The Builder, c'est mon engagement communautaire. Je suis membre d'une plateforme associative dénommée Génération ABCD, Anybody Can Dream. Et notre icône, c'est Nelson Mandela. Nous voulons continuer l'héritage de Nelson Mandela au Tchad et en Afrique. Donc, cette association a lancé un incubateur pour promouvoir l'entrepreneuriat au Tchad et en Afrique et dont nous accompagnons les jeunes porteurs d'idées, de projets à pouvoir concrétiser leurs idées de projet. Est-ce que vous avez des programmes spéciaux justement pour les filles et les femmes? Tout Les à femmes fait. même plus âgées, les femmes dans l'informel. Oui, nous avons déjà même comme cible euh, les femmes et les jeunes, mais aussi nous avons un département au sein de l'association, département genre et émancipation de la femme, qui nous permet de pouvoir outiller les femmes de toutes les couches sociales, les femmes vulnérables, les filles mères, les femmes âgées dans les zones reculées, de Mhm. pouvoir leur former, de pouvoir leur équiper selon les petites activités qu'elles font déjà, de pouvoir leur donner ce qu'il faut pour pouvoir assurer en tout cas la durabilité, pouvoir croître leur business et aussi prendre soin de leur famille parce que nous sommes conscients que cela est un défi majeur. Et ces femmes sont très nombreuses, hein, donc Oui, oui, c'est un marché porteur c'est un également. marché porteur, mais du point de vue du social business, of course. Parole de femme. Au Cameroun, des centaines de détenus attendent depuis des mois d'être déférés devant un juge. Des jeunes et des femmes sont parmi ces activistes. Plusieurs ONG régionales et internationales dénoncent cette situation et les conditions de détention. Pour en savoir plus sur les conditions des femmes détenues, j'ai joint Maximilienne Ngombe, directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Oui, il y a des jeunes femmes activistes. Là. En ce moment, nous avons 8 jeunes qu'on a arrêtés à Gilanama, plus toute sa bande, qui sont les anciens de l'ADEC. L'ADEC, c'est l'Association pour les droits des étudiants au Cameroun, et qui ont fait un selfie, n'est-ce pas, à la poste centrale de Yaoundé, où ils disaient que bon, ils demandent la démission du président de la République. Il y a là une jeune fille étudiante qui n'a pas 20 ans. Vous n'avez pas de séparation entre les grands brigands, entre les mineurs qui ont peut-être seulement volé parce qu'ils avaient faim, les femmes, la corruption, tout la drogue qui rentre. Quand vous sortez de là, vous avez un malaise. Et elles sont là et elles comparaissent devant un tribunal militaire pour hostilité contre la patrie, apologie du terrorisme. Vous pouvez vous rendre compte comment ça peut broyer des centaines, y compris des femmes activistes. Donc, c'est elles qui sont, n'est-ce pas, exposées à tout. D'abord parce qu'elles sont activistes et que même au milieu des hommes, y compris ceux qui sont même des grands bandits, ne les portent pas à cœur. Et elles sont là-bas entre le marteau et l'enclume, abandonnées à elles-mêmes. En tant que femmes, elles ont beaucoup de problèmes plus que les hommes. Le harcèlement, il y a le chantage. Elle va subir le chantage et des prisonniers et des gars de prisonniers et de tout le monde. C'est une situation difficile. En plus, si elles sont jeunes, c'est encore compliqué. Vous êtes également formatrice de Frontline Defenders sur la sécurité et la protection physique des défenseurs. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour justement protéger en particulier les femmes activistes ? Nous pouvons que faire des choses qui sont à notre portée parce que la première personne à protéger les femmes défenseurs, c'est l'État. Et c'est dans cette optique que nous avons quand même élaboré un projet
de propositions de loi portant protection des défenseurs et spécifiquement les défenseurs femmes. Sauf que, voyez-vous, par exemple, au Cameroun, tout projet de loi doit partir, n'est-ce pas, de la présidence. Donc, depuis au moins 3 ans, ce projet a été développé, on continue à faire le plaidoyer. La deuxième chose, c'est qu'avec Frontline, nous mettons quand même en place des structures de formation. Comment se protéger, n'est-ce pas, de toutes ces animosités, de toutes ces menaces, de tous ces risques, et comment faire, par exemple, son plan de sécurité personnel et le plan de sécurité ensemble. Et là, en ce moment, nous sommes en train d'écrire un manuel de protection aux femmes défenseurs et la protection en ligne. Ces outils ne peuvent les aider que si, à côté de cela, il y a une volonté politique. On a vu ça ailleurs dans d'autres pays qui acceptent et qui reconnaissent, n'est-ce pas, le statut de ces femmes défenseurs et qui s'engagent à les protéger. Vous êtes également considéré par cet organisme donc de défense des défenseurs, vous êtes vous-même considéré comme personne en danger. Comment vivez-vous cela? Le fait d'être finalement des deux côtés, du côté de la protection des défenseurs et être vous-même un défenseur en danger. C'est très très difficile. Alors à ce moment-là, ce que je fais, parce qu'il s'agit de moi, c'est de s'oublier. Donc moi je me suis oubliée, je me suis dit, et ce qui sera, sera. Mais en même temps quand même, on a développé un vaste réseau de sympathisants au niveau national, régional, international, qui fait quand même que cet arsenal de sympathisants a fait autour de moi un bouclier. Donc. Mais il peut y avoir d'autres, d'ailleurs, la surveillance des bureaux, les filatures, les écoutes téléphoniques. Il y a une carte de Frontline qui, quand vous êtes en danger, il vous donne ça, essayer de vous protéger. Je l'ai jusque-là. Vous devez essayer, n'est-ce pas, d'avoir une vie qui n'est plus une vie. C'est-à-dire que c'est votre boulot et à la maison. Vous êtes obligé de faire attention à tout, y compris à vos collaborateurs, y compris même à vos propres familles, parce que vous ne savez pas où le danger viendra. Mais en même temps, ne pas être dans la parano, parce qu'il faut quand même que les autres se voient tout le temps debout, parce qu'ils ont besoin de votre épaule. Mais c'est très très difficile. Dans un contexte d'ailleurs où vous ne pouvez pas dialoguer avec les autorités, vous expliquez, même sur les malentendus, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc ça devient difficile et ça devient encore difficile en Afrique centrale où les présidents sont restés très longtemps au pouvoir et en plus de cela, nous sommes quand même dans des pays patriarcat. Vous savez très bien que la femme ne doit pas parler n'importe comment à un homme. Et donc, même au niveau de ma propre famille, de mes amis qui sont hommes et de ma propre famille, ce n'est pas évident. Donc, c'est dans cet environnement-là que vous devez vous protéger vous-même et protéger les autres. Et croyez-moi, c'est difficile. C'est-à-dire que chaque jour qui est fini, vous dites bien merci. Je peux comprendre pourquoi on n'a pas beaucoup de femmes défenseurs aujourd'hui. Malgré tout ce que nous faisons autour, toute la sensibilisation, tout le travail qui a été fait, par exemple, par Michel Forst au niveau des Nations Unies, par la Commission africaine, les rapports, les recommandations, les femmes préfèrent dire si c'est ça qu'il faut aller vivre là-bas, je préfère être la femme de quelqu'un, attendre à la maison, on me paye mon loyer, on paye l'électricité, qu'est-ce que je vais aller affronter les hommes là-bas, je ne suis pas un homme. Donc c'est difficile. Mais on est optimiste et c'est un combat juste et noble et nous ne pouvons pas abandonner parce que c'est juste et noble. Merci beaucoup Maximilienne Ngombe. Je rappelle que vous êtes juriste et directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale, le REDAC. Bon courage et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Alors Israël, vous avez entendu cette dame, hein, c'est très profond tout ce qu'elle dit. Hein. Oui. Elle dit des vérités extraordinaires et on voit une femme battante, une femme vraiment une activiste. Hein. C'est pas n'importe qui, mais qui dit, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est que même au sein de votre propre famille, vous n'êtes pas forcément écoutée parce que vous êtes une femme. Et pourtant, c'est une femme qui a du caractère, justement. Et c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité en Afrique et même dans d'autres horizons. Et je déplore cela. Je déplore cela parce que on voit que c'est une problématique de taille et une problématique qui mérite vraiment d'être prise au sérieux. Et c'est vrai, il y a des questions d'ordre culturel, mais nous sommes en train d'avancer. Et moi, je salue vraiment son courage, je salue son engagement dans cette lutte. Et je pense que cela doit éveiller des consciences et beaucoup de femmes doivent s'engager dans cette lutte.
c'est la seule option pour pouvoir arriver. On a de plus en plus effectivement de jeunes femmes, très jeunes femmes, des femmes de 20 ans à peine, qui se retrouvent en prison parce qu'elles sont militantes de ceci ou de cela. Oui, mais nous avons besoin aussi des icônes. Récemment, il y a la jeune dame au Soudan qui a envoyé un message. Oui, c'est celle qui fait le plus parler d'elle en ce moment. Oui, absolument, absolument. À propos de femmes, on va parler de votre maman, votre défunte maman, qui a quitté ce monde récemment, malheureusement. Condoléances, toutes nos condoléances. Merci. Pour votre chère maman, Merci. Monique Djonabaye. Vous lui réservez un hommage, une dame qui a beaucoup travaillé justement dans le secteur informel. Et vous m'avez dit auparavant que vous lui devez votre passion de l'entrepreneuriat. On en a parlé tout à l'heure de ces dames. Elle fait partie de ces dames. Et vous m'avez dit, elle vous a transmis le virus de l'entrepreneur et vous la qualifiez même de serial entrepreneur. Je trouve ça très très beau. Est-ce que vous avez ce virus, comme vous dites, comme votre maman? Est-ce que c'est le fait d'avoir du contact avec les autres? Est-ce que c'est le côté social de l'activité qui vous plaît et qui plaisait à votre maman? Oui, c'est une femme très généreuse, c'est une femme battante. Je garde vraiment beaucoup de bons souvenirs d'elle parce que très tôt, elle a commencé à m'initier dans les activités génératrices de revenus. Je l'accompagnais en vendant les biens devant la maison. Elle faisait beaucoup de choses au même moment. Elle est institutrice. Très active. Institutrice, elle est enseignante de formation, mais cela ne l'a pas empêchée d'avoir des petites activités à côté. Mais est-ce que c'était justement parce que le salaire d'enseignante ne suffisait pas aussi? Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Ça, c'est une autre vérité. Oui, elle était institutrice adjointe. Et la famille est très grande. La famille en Afrique, on sait ce que ça donne. Donc, pour joindre les deux bouts, il faut faire tout ça à côté. Elle est tailleur. Elle a un atelier de couture où elle a formé beaucoup de cohortes de tailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, ma grande sœur continue à faire ce que ma maman fait. Donc, très talentueuse alors. Oui, c'est vraiment une femme que Dieu a bénie avec beaucoup de talent. Et tout ce qu'elle touche réussit. Tout ce qu'elle touche réussit. Et je dois aujourd'hui mon côté entrepreneurial à ma mère parce que je l'ai vue se réveiller très tôt et elle dort tard. Elle travaille au point où récemment, avant qu'elle ne meure, il y a eu beaucoup de combats entre moi et elle. Je lui ai dit, maman, repose-toi, tu es déjà fatiguée. Mais c'est vraiment dans sa nature. Elle n'a jamais voulu, c'était sa vie, son ADN, hyperactive. Oui. Elle voulait faire jusqu'au bout. Oui, et je pense qu'elle a tiré la révérence en nous laissant ce message fort que nous devons continuer. Nous devons continuer. Bravo, merci beaucoup Israël. Oui. Si jeunesse pouvait. L'association culturelle tchadienne d'Akouna Espoir soutient et vient en aide depuis plus de 4 ans aux enfants de la rue N'Djamena, notamment en initiant des danses dans les espaces publics afin de les attirer, de les placer dans un centre d'accueil pour mineurs démunis. Voici pour en parler un reportage de notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmadjingar. On l'écoute. Nous sommes dans le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis situé dans un quartier de la capitale. Parmi les quelques 500 enfants de la rue et de jeunes démunis sensibilisés à travers la danse, quelques-uns ont accepté d'être placés dans ce centre. Aujourd'hui au centre, il y a 62 enfants qui viennent de réinsérer déjà 10 dans leurs familles respectives. Et donc là, actuellement, ils sont 52. Alevan Davokojut, directeur artistique de l'association Tchad Star. Pour lui, il n'y a pas que de la danse au centre d'Akouna Espoir qu'il dirige, mais aussi de la formation professionnelle dans les domaines tels que la menuiserie, la couture et la mécanique pour aider ces jeunes à se prendre en charge dans l'avenir. Il y a 15 enfants qui sont en formation professionnelle et aussi il y a des enfants qui ont fait 3 ans dans la rue et donc on les a aussi inscrits à l'école. Sur les 27 inscrits, il y a 24 qui passent en classe supérieure. Il y a 3 jeunes qui sont aussi inscrits au lycée. 2 ils passent en classe supérieure et ces enfants ne viennent pas seulement de N'Djamena, d'autres qui viennent aussi du Cameroun et même du Nigeria. Ceux qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés dans la rue, on les a récupérés. Les jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, pensionnaires du 10 centre affirment
affirme à VOA Afrique qu'elles ont été victimes de maltraitance, de divorce et de négligence familiale. J'ai des problèmes avec ma tante paternelle. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans et mon père, je ne les connais pas. Ils sont séparés avec ma mère avant qu'elle m'accouche. Larry n'a jamais enfanté. On vient tous d'une famille. Avant, je suis au Nigeria avec mon père, avec ma mère. Et puis ma mère, elle est malade. On est venu au village pour la soigner. Elle est décédée. Mon oncle, il m'a amené ici. Sa femme là, elle me maltraite trop. Je suis sortie dans la rue. Si les filles se retrouvent dans la rue par contrainte, les garçons, quant à eux, ont d'autres ambitions. J'ai été attiré par les amis qui sont dans la rue et je me suis installé avec eux. J'ai même arrêté les études au niveau de 3e. Ça fait déjà 1 an et 2 mois que je suis ici. Et actuellement, j'ai fait la couture. Je suis très content parce que ma vie a été changée. Je me suis retrouvé dans la rue à l'âge de 6 ans et je fais déjà 10 ans dehors. Moi, je fais beaucoup de vols. Aujourd'hui, j'ai laissé toutes les choses que mauvais et je suis en formation de menuisier. La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Stetegem, qui a rendu visite à ses pensionnaires, conseille aux responsables du dit centre de penser à constituer le lien familial de ses enfants. Même quand ce lien familial peut être assez compliqué, l'enfant devrait appartenir à une famille et que les enfants qui appartiennent à cette famille de Dakuna devraient être un petit peu l'exception. Et puis nous, on va voir comment les aider de manière plus précise. André Kodnimadingar Djamena, VOA Afrique. Merci les enfants. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Israël, vous avez une réaction par rapport à ce reportage, très beau reportage, des témoignages d'enfants vraiment très touchants, vraiment. Oui, je connais très bien l'association, nous travaillons en partenariat. Je connais Alevi, je connais aussi toute son équipe. Nous avons même récemment, quand j'étais ici, l'association Génération ABCD en partenariat avec Dakuna Espoir ont organisé c'était le samedi. Nous avons remis des dons, des vêtements, des dons en nature à ces enfants pour pouvoir témoigner aussi notre compassion et notre gratitude pour ce que Dakuna Espoir fait. Donc, moi, je salue vraiment le dynamisme autour de cette association parce qu'ils envoient un message d'espoir. Oui, c'est un beau reportage, je trouve. Il y a vraiment l'espoir dans ce reportage. Oui. Et ces enfants, ils ont l'air équilibrés. Oui, et les témoignages le prouvent à suffisance. Oui. Des enfants qui ont arrêté de voler, des enfants qui ont été maltraités, mais qui aujourd'hui trouvent cette capacité de pouvoir surmonter et avancer. Ça, à mon avis, je pense que c'est ça transformer les vies. C'est ça. Transformer les vies. Et c'est peut-être des futurs entrepreneurs. C'est des futurs entrepreneurs, c'est des futurs leaders, c'est des futurs dirigeants. Et il ne faut jamais se permettre, en fait, ne pas s'empêcher le droit de rêver. C'est ça ce que nous promotons dans notre association. On peut sortir de nulle part, on peut quitter un village et finir président de la République comme Nelson Mandela, tout comme on peut être un enfant de la rue et devenir ministre de l'enfance, ministre des actions sociales, ministre des infrastructures. On peut être enfant de la rue et finir serial entrepreneur. Donc, on ne s'interdit pas le droit de rêver. Et c'est vraiment un hasard. Hein. J'ignorais totalement que vous travaillez ensemble. C'est formidable, vraiment. J'aime beaucoup ce reportage. Et en ce qui concerne la formation, justement, parce que là, on parle des enfants qui sont formés. Alors, certains sont... Ce qui est bien, c'est que la plupart, on essaie forcément de les réintégrer à l'école. C'est le plus important. Mais vous-même, dans le cadre de vos activités, vous proposez des formations aussi, vraiment des formations spécifiques intéressantes? Tout à fait. Et là, actuellement, même, nous sommes en train de travailler sur un projet en partenariat avec une ONG hollandaise, le projet dénommé Job Booster. Nous voulons offrir des formations à des personnes quand ils vont finir dans cette formation, c'est de trouver un emploi décent. Parce que c'est l'objectif. Hein. Voilà, donc c'est des formations spécialisées. Nous allons aussi promouvoir l'auto-emploi, mais la problématique des métiers renvoie même à notre système éducatif qu'il faut complètement remettre en cause. Parce que le système éducatif actuel en Afrique c'est partout. ça génère des chômeurs.
Je suis produit de ce système éducatif, mais il m'a fallu que je me remette en cause et que je puisse aller apprendre à comment trouver des solutions aux problèmes pour être entrepreneur aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est... Nous avons des formations orientées métiers, selon même les enjeux de notre ère. Nous offrons des formations type dans le domaine du numérique. Nous offrons aussi des formations pratiques pour permettre à toute personne qui intègre nos programmes de formation puisse être outillée et sortir avec des outils pour le permettre d'entreprendre ou encore d'obtenir un emploi.